Ok, alors pour ma part, je m'appelle Éric Charpentier, j'ai un certain âge qui commence à compter un petit peu. J'ai un parcours qui est assez particulier. J'ai commencé par un parcours universitaire dans la biologie. Il n'y a pas de souci. Après, je suis parti faire un petit peu d'informatique. J'ai travaillé dans l'armée. J'ai été officier de gendarmerie, ce qui me rend quand même un petit peu légitime à parler du roman policier, en tout cas de ce qu'il y a dans les romans policiers. Puis j'ai migré sur d'autres postes. Entre autres, j'ai été informaticien en hôpital, en assurance, en mutuelle. J'ai été pigiste, donc j'ai fait de la pige, du journalisme. J'ai été coach de sport, j'ai fait de la musique. Entre autres, j'ai produit des albums, j'ai écrit des chansons, je suis passé en radio à plusieurs reprises. J'en oublie certainement parce que je suis quelqu'un d'hyperactif qui fait énormément de choses. Depuis, on va dire 1 an et demi maintenant, je fais des conférences sur des sujets que j'essaye de maîtriser. Quand je dis j'essaye de maîtriser, c'est que pour 1 heure de conférence aujourd'hui, j'ai lu une centaine d'essais, à peu près. Donc je vais vous compiler en très peu de temps beaucoup de choses, en essayant de ne pas trop digresser. Quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, je vais en parler après avoir repris quelques propos de Christian. Aujourd'hui, nous sommes dans un réchauffement climatique avéré. La France a une température moyenne qui a augmenté de 2,2 degrés. C'est la plus forte augmentation en termes de température dans le monde. Le bassin alpin a eu une température moyenne augmentée de 3 degrés. Alors que le reste du monde, par rapport à l'ère pré-industrielle, a eu une température augmentée de seulement 1,4 degré. Ça, c'est les faits. Autre fait, on a perdu en 1000 ans 90% des espèces végétales. On a perdu en 100 ans 90% du volume aviaire. On a perdu en 10 ans 90% de tout ce qui est insectes. Ça aussi, c'est un fait. Pourquoi je vous parle de ça? Ça n'est pas tant pour vous parler du réchauffement climatique, ni du climato-scepticisme ou autre. C'est qu'aujourd'hui, je vais engager une discussion sur la crédibilité dans le roman policier. La crédibilité, ça commence par quoi? Par maîtriser son sujet, par des faits. On n'invente pas. Pas tout de suite. Et vous allez voir justement que on n'invente pas tout de suite, on parle de choses réelles, on part de choses réelles, et au fur et à mesure, on va imprégner tout ça de l'imaginaire. Par exemple, vous avez Mercedes Laquet, qui est une spécialiste d'heroic fantasy, qui a fait des romans policiers, oui, des romans policiers avec des griffons qui mènent des enquêtes. Et c'est crédible. Maintenant, comment on arrive à cette crédibilité? Je vais vous le faire en quelques points, en général 7, qui sont marqués sur ma petite feuille. Hop là. On va commencer, quand on écrit un roman, par le préparer. Préparer un roman, c'est préparer son sujet. Là, je voulais vous citer quelques chiffres. Je vous ai dit en amorce de ma présentation également que pour préparer cette conférence, j'avais lu environ une centaine d'essais. Alors, essais, articles, thèses, c'est tout mélangé, bien sûr. Ça va de quelques pages à quelques centaines de pages. Pareil, quand on écrit un roman, on va le préparer. On n'aimerait pas, par exemple, en tant que fleuriste, arriver sur un fleuriste meurtrier qui ne reconnaît pas un rhododendron d'une rose. C'est normal. Quand on connaît quelque chose, qu'on lit quelque chose de faux dans un livre, qu'est-ce que ça fait? On décroche. Et justement, toute l'idée de la préparation, c'est déjà
de déclarer l'environnement de son roman. L'environnement de son roman, c'est par exemple, où est-ce que je vais le situer? En France, aux États-Unis. J'ai eu une discussion hier avec une collègue sur Fred Vargas. Fred Vargas, par exemple, qui parle de coroner en France. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui va pas. Quand vous regardez Julie Lescaut, par exemple, qui demande des mandats de perquisition. Non, on est sur un acte dérogatoire, une réquisition du parquet. On n'est pas du tout dans un mandat de perquisition, ça n'existe pas en France. Donc, déjà, où je vais situer mon roman? C'est intéressant également parce que le roman ne se situe pas forcément sur la Terre. Quel que soit le roman, quand je lis Prélude à la Fondation de Isaac Asimov, c'est totalement crédible. Lorsque je lis Le Chevalier Blanc, c'est totalement crédible. Lorsque je lis n'importe quel livre, par exemple Les Tours de Samarante, c'est totalement crédible. Livre de science-fiction, livre d'heroic fantasy, livre à cheval entre les deux. Qu'est-ce qui fait que c'est crédible? Nous allons le détailler au fur et à mesure, mais la première chose, c'est que nous avons en face de nous un monde totalement cohérent, défini, structuré, avec des lois qui sont fixes, immuables dans l'œuvre. Et ça, c'est important. Pour la préparation, il y a donc le lieu. Ça peut être ce monde-ci comme un autre monde. Ça n'est pas grave. En revanche, il faut que celui-ci soit cohérent. Après, il y a les acteurs de ce lieu. Pour le roman policier, est-ce que je veux avoir affaire à un enquêteur qui soit policier, gendarme, journaliste? Encore une fois, il y a tout le langage vernaculaire qui va être véhiculé par la profession. J'ai la chance d'avoir touché un peu tout ça, donc ça facilite, pour ma part, pour attraper ce langage-là. Pour autant, la dernière fois que j'ai porté un uniforme, c'était il y a près de 20 ans. Le langage a évolué. En tant qu'auteur qui essaye d'être fidèle à l'œuvre, au personnage, au monde dans lequel je fais évoluer mes situations, j'essaye par défaut de remettre à jour ce vocabulaire. Il y a des romans policiers aussi qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont basés sur une très forte réalité dans le monde réel aujourd'hui, avec des procédures qui sont très bien respectées, mais avec un hiatus très intéressant qui permet de poser une situation. Et justement, le hiatus doit être pertinent. Je vais vous donner un exemple. C'est Winters qui écrit « Dernier meurtre avant la fin du monde ». Je vous conseille ce livre, déjà parce qu'il est bien écrit, bien traduit, qu'il est drôle, mais qu'il est aussi vraiment dans la série des polars à l'ancienne, polar noir, le faucon maltais, ou peut-être même un polar un peu à la Mike Hammer, voire un polar irlandais avec, par exemple, un livre type Delirium Tremens de Ken Bruen. Je vous conseille également, très intéressant. Et quel est le hiatus? Nous sommes dans le monde réel, nous sommes avec ce qui s'apparente à un flic, nous sommes face à un meurtre, donc en termes de préparation, tout est là. Il y a la situation professionnelle, il y a le cadre, il y a les éléments qui sont nécessaires à l'histoire du roman policier. Puis, il y a un petit point particulier, un astéroïde arrive et la Terre sera morte dans 3 semaines. Là, vous avez un hiatus qui, en soi, dès lors, interpelle. Maintenant, comment va-t-il être traité? C'est tout le travail de l'auteur derrière que de traiter ce hiatus pour savoir ce qu'il va faire avec. En l'occurrence, est-ce que le meurtre est lié à cette fin du monde? Est-ce un suicide masqué? Est-ce que c'est une dernière vengeance? Est-ce que c'est un dernier éclat? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce que la sentence fatale de l'humanité
a amené à ce meurtre? Ce sont des questions pertinentes à se poser et il faut qu'elles soient dans l'œuvre, parce que si elles n'y sont pas, c'est juste un meurtre et le fait qu'il y ait un astéroïde ne sert à rien. Auquel cas, le roman perd un peu en cohérence. La préparation, c'est donc le moment où on va choisir le gros chaudron dans lequel on va faire évoluer notre œuvre. Et c'est le moment le plus important pour un auteur, à mon sens. Et pour le lecteur, c'est également sur les quelques premières pages qu'il voit cette préparation. Et il sait tout de suite si le livre va être crédible ou pas. Ensuite de la préparation pour l'auteur, il y a l'intrigue en elle-même. L'intrigue en elle-même. Pardonnez-moi, il fait un petit peu chaud, ma gorge a tendance à riper. Nous sommes sur du roman policier, il faut que l'intrigue soit portée par un acte fort, un acte criminel initial. Et là, vous avez plein de solutions. L'intrigue peut être portée de différentes manières. Prenons par exemple Mort sur le Green d'Harlan Coben. D'entrée, vous avez un Mort sur le Green. Quelque chose, somme toute, cocasse, mais qui peut être tout à fait réaliste, réel, et qui interroge, d'autant plus que la personne n'est pas censée être sur un green, parce qu'elle ne faisait pas de golf, parce qu'elle n'était pas du niveau social, Donc, en posant l'intrigue tout de suite de cette personne qui est morte sur un green, pourquoi, comment, et en faisant un décalage entre la personne elle-même et la situation, on a déjà une intrigue qui se pose et qui questionne immédiatement le lecteur. Il y a d'autres intrigues qui se découvrent au fur et à mesure. J'ai lu un livre dernièrement et j'avoue, j'aurais pu m'en passer. Je ne vous donnerai pas le titre pour ne pas décrier l'auteur, mais grosso modo, une jeune enfant a été vendue par son père pour être violée par un grand pervers. Finalement, elle est retrouvée par la police très rapidement. Elle n'avait que 3 ou 4 ans. Elle est retrouvée par la police très rapidement. Elle fait sa vie jusqu'au lycée après avoir été adoptée. Et là, il se passe que au lycée, son petit ami, juste avant leur premier grand soir, l'invite dans un train. Tournante. Voilà. Donc déjà, la fille a pas de bol. Hein ? Et enfin, on avance dans l'intrigue, on découvre des morts, des vengeances, des machins, on comprend qu'il s'agit de cette fille dont on a déjà déroulé la vie jusqu'au 2e viol. Et cette fille, en fait, s'est travestie en mec et est rentrée dans la police. Voilà. Là, on a pile poil tout un pan de choses qui sont incohérents, irréels, irréalistes. Ça aurait pu marcher, d'une certaine manière, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça fait trop d'un coup. Trop fort, trop puissant, et surtout, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un lien entre tout ça. Vous connaissez certainement, ça circule beaucoup sur Internet, l'image de 2 personnes qui sont l'une face à l'autre, et au sol, il y a un 6 ou un 9 qui est tracé. Il y en a une qui dit c'est un 6, l'autre qui dit c'est un 9, parce qu'elles sont en face l'une de l'autre. Donc elles ont 2 opinions par rapport à la situation dans laquelle elles sont, qui sont valides. Sauf qu'en fait, soit il y en a une qui a tort, soit les 2 ont tort. Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule réalité. Tout le cas de l'intrigue du roman policier, c'est justement d'amener cette cohérence entre les points de vue. C'est justement par le truchement de cette personne qui voit le 6 et qui voit le 9, de pouvoir indiquer quelle est la réalité dans l'intrigue. Je vous en reparlerai par la suite avec d'autres choses, entre autres les personnages. Ça va ? C'est pas trop dur ? Je sais, je parle beaucoup et je parle de beaucoup de choses. Alors je disais, on va revenir à ça avec les personnages.
On a vu d'un côté la préparation, de l'autre côté l'intrigue, enfin les personnages. Les personnages, quand on construit des personnages, on va en construire énormément dans un roman policier. Pour ma part, dans mes romans, j'ai entre 30 et 60, 70 personnages. Tous ne sont pas importants pour l'enquête, tous ne sont pas des personnages principaux, bien évidemment. Mais quand vous faites par exemple un groupe d'enquête de policiers, vous avez 2-3 policiers qui sont vraiment un noyau uni et qui mènent l'enquête, mais vous avez peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes autour. Vous rentrez dans un immeuble, vous croisez un groom, le groom est un personnage, il existe. Et dans mon cas, ce groom, il a une femme, un enfant, il vient de divorcer, il a des problèmes d'argent. Chaque personnage est construit. Et j'en reviens à ce fameux personnage qui voit un 6 et qui voit un 9. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre où je tue ma famille. C'est un passe-temps. Voilà. Et en fait, comme j'ai décidé de tuer ma famille, j'ai aussi décidé d'inventer une légende urbaine. Ça se passe dans le Cantal, entre Aurillac et Mauriac, du côté de Saint-Cernin et Saint-Illide. Donc voilà, déjà, préparation. Je connais bien, c'est ma famille. C'est facile. Ça me permet déjà d'avoir un point de situation. Mais c'est ma famille, j'y suis allé de nombreuses fois. Pour autant, j'ai travaillé avec une carte. J'ai travaillé aussi avec des sites d'histoire pour retrouver des anecdotes, pour retrouver également des sensations ou autres. J'ai travaillé avec également des points de situation pour pouvoir me renseigner sur les distances, le temps qu'il fallait pour faire ça ou ça, comment le réchauffement climatique, entre autres, avait dégradé la manière de travailler ou pas. Donc, extrêmement intéressant. Je me rappelle que quand j'étais petit, je faisais les foins à partir du 10-15 juillet. Mon cousin fait les foins à partir du 20 juin. Un mois d'avance. Un mois d'avance, c'est énorme. Donc, je me suis remis à la page. Et là-dessus, j'ai créé les personnages, les méchants. Je ne sais pas encore de qui il s'agit exactement. Les gentils, prétendument gentils, parce que dans les familles d'Auvergne, c'est quand même des fois tendu. J'ai des histoires de famille assez particulières, avec la tante qui aurait empoisonné l'oncle parce qu'elle couchait avec le voisin. Enfin, bon, déjà, quand ils couchent pas entre frères, c'est bien. On n'est pas dans le Nord, effectivement. Navré pour les amis nordistes. J'ai un ami de Bouvines, donc... Ouais, non, c'est vrai. Alors, les personnages, j'ai créé les méchants, plus ou moins, les gentils, plus ou moins, et j'ai créé un personnage fictif en créant une légende urbaine. Cette légende urbaine, qu'est-ce que c'est? Je l'appelle le Ricou. C'est à cause d'un de mes oncles qui s'appelait Antoine, je crois. Alors, Antoine Ricou, ne me demandez pas, c'est l'Auvergne. Donc, voilà, le Ricou. Et le Ricou, qu'est-ce? C'est tout simplement le bâtard d'un aïeux ou d'un bisaïeux qui serait parti à la guerre en laissant un enfant quelque part. Voilà. Et dans mon histoire, le but, c'est que ce bâtard crée une forme de secte familiale, en tout cas entendue comme telle, pour une vengeance. La terre, récupérer la terre. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Ah oui, Harpagon. Rien à voir. Donc, pour créer ça, il faut que ce soit légitime. Il faut que ce soit logique. Il faut que l'histoire puisse traverser les personnages. Roman policier, le méchant, les gentils, l'enquêteur, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et bien sûr, le facteur le plus important, les témoins. Je déteste dans un roman policier quand les témoins disent toujours la même chose. Je déteste dans les romans policiers quand on a un témoin qui est cordial, gentil, qui dit « Oui, monsieur, je peux vous répondre ». Dans le triangle de Pythagore, entre autres, j'interroge une bonne femme qui dit « Écoutez, c'est votre boulot de savoir ». Et oui, je l'ai déjà eu, mais nous, on sait quand on est gendarme ou quand on est policier en interrogeant les gens qui nous répondent. Ça peut créer quelques tensions. Donc le témoin, déjà, ne sait pas. Le témoin ne voit rien. Le témoin n'entend rien.
Le témoin ne connaît rien. C'est déjà un bon principe. Et dans tout ça, il faut y mettre de la cohérence. C'est-à-dire, il faut être capable de sortir par moment le petit élément qui va ramener un fil directeur depuis ce qui est véritablement un mensonge, peut-être dit sciemment, avec des demi-vérités qui sont pas tout à fait justes, voire avec des souvenirs qui sont complètement tronqués. Quand on interroge des témoins dans une bagarre de rixe, dans un bar, les témoins sont rarement en état de savoir qui leur a mis le coup de bouteille sur la tête. Pour autant, on arrive quand même à révéler la vérité. Pourquoi? Parce qu'on recoupe. Pourquoi? Parce qu'on cherche. Pourquoi? Parce qu'on va finir par trouver de la cohérence dans l'incohérence. Et c'est ça le principe de la crédibilité du roman policier, c'est de trouver de la cohérence dans l'incohérence. Pour revenir à mon livre, le RICOU, pour certains, a engendré des enfants qui vivent un petit peu plus loin à Saint-Flour, et puis finalement, les oncles et les tantes se rencontrent fréquemment. Pour un autre, c'est juste quelqu'un qui est parti à l'étranger. Pour un autre, c'est juste quelqu'un qui est mort. Voilà, on ne sait pas trop. Mais dans tout ça, on va pouvoir quand même sortir potentiellement un lieu de naissance, potentiellement une date de naissance, potentiellement une petite description, ou déjà trouver la mère, qui est la mère de ce bâtard. Déjà, c'est utile, c'est une chose. Et en fait, en extrayant comme ça les choses au fur et à mesure, on arrive à créer de la cohérence dans une histoire ou dans un récit. Pour que ce soit cohérent, il faut que chacun des témoins ait une réalité. Et ça, c'est ce qui manque souvent dans les livres. Prenons par exemple Pandémia de Franck Tillet. On apprend des choses à partir d'une cassette vidéo. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Et si vous le lisez attentivement, vous remarquerez des incohérences entre cette cassette et l'histoire de cette cassette. Pour ma part, ça m'a sorti du livre. Après, je suis très tatillon sur mes lectures, et étant un ancien officier de gendarmerie, quand on essaye de rentrer dans le monde réel, il faut y rentrer. C'est un peu ma difficulté. À titre indicatif, je lis une trentaine, quarantaine de romans policiers par an, sauf vraiment quand je suis en phase d'écriture, je lis un petit peu moins, pour ne pas me laisser trop influencer. Ou en tout cas, je lis dans d'autres styles que celui dans lequel je suis en train d'écrire. Donc, on a nos personnages, on a notre intrigue initiale. Au niveau des personnages aussi, ce qu'il faut voir, c'est tout simplement les relations qu'il y a entre eux. Est-ce crédible que l'arrière-grande-tante, qui est en train de sucrer les fraises et de yoyoter de la cafetière, soit capable de décrire le petit enfant qu'elle a vu lorsqu'elle avait 4 ans, qui était monté dans le grenier pour Enfin voilà. J'ai pas la suite, je ne sais pas. Je l'inventerai un jour peut-être. En fait, non. Il faut que les personnages soient aussi dans la cohérence d'eux-mêmes. Ça, c'est extrêmement important. Surtout quand vous traitez de meurtriers. Parce que les meurtriers, surtout les tueurs en série, ont une logique qui leur est propre. Et là, c'est toute la difficulté. C'est comment amener quelqu'un qui a une logique saine à comprendre, à accepter une logique qui ne l'est pas. Intriguant. Prenons Columbine, le meurtre de masse des enfants. En fait, vous avez des gamins qui ont décidé un jour de se ramener avec des armes dans un lycée et de buter des gens. Voilà. Réalité, je crois qu'il y a eu 47 morts, quelque chose comme ça. Donc, sans compter les blessés, sans compter les traumatismes, voilà. Il y a vraiment, dans ce cadre-là, quelque chose qui échappe au commun. On est dans un moment du meurtre de masse, ce qu'on a eu aussi avec Breivik, quand il est allé dans un campement en Suède sur une île pour tuer 70 personnes, il y a une dizaine d'années. C'est pareil. Comment quelqu'un
et comment l'écrire, peut avoir l'idée à un moment donné d'aller quelque part, de se préparer pour ça, de prendre les armes qu'il faut pour, et aller juste buter des gens. C'est là que ça coince la plupart du temps dans les romans. Parce que on ne sait pas forcément ce qui motive un tueur en série ou un tueur ou quelqu'un comme ça. Et souvent, l'auteur veut expliquer. Et quand il l'explique rationnellement. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Sauf, ça ne marche que dans un seul cas, c'est quand le mobile est un mobile dit rationnel. On va prendre par exemple Hercule Poirot ou Miss Marple. La plupart des meurtres qu'il y a dans Hercule Poirot ou Miss Marple, ce sont des meurtres qui sont très clairs, unitaires. Parfois, s'il y a un deuxième meurtre, c'est principalement pour cacher le premier ou pour pouvoir s'échapper du premier. Par exemple, je viens de lire un Agatha Christie il y a quelques jours qui est extrêmement sympathique. Une femme tue son mari parce qu'elle vient de découvrir que c'était un chaud lapin et qu'il l'a trompé depuis des années. Et là, il l'a trompé une dernière fois avec une ex qui est revenue des États-Unis. Il y a eu tout un jeu de faux semblants pour dire que c'est elle, mais pas elle, mais pas elle, mais elle, parce qu'il y a un des acteurs, un des protagonistes de l'histoire, qui a tout simplement cherché à cacher ce meurtre. Ou en tout cas, la culpabilité de cette femme. Et finalement, il y a un deuxième meurtre, mais bon. Et tout ça, ce sont des motivations qui sont extrêmement rationnelles et qui sont faciles à intégrer dans une cohérence de roman. En revanche, quand vous crucifiez quelqu'un la tête en bas, par exemple, quand vous démembrez quelqu'un et que vous le mettez dans plusieurs pièces, par exemple, comment le justifier? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de faire un stage en boucherie? Je ne sais pas. Il y a un test en psychologie qui est extrêmement intéressant que j'ai passé avec grand succès parce que j'ai donné la seule réponse qu'il ne faut pas donner. Voilà. Une femme retrouve sa sœur à un enterrement, l'enterrement de sa mère. Il se trouve que sa sœur est accompagnée d'un beau jeune homme, brun, magnifique. Voilà. Ils font connaissance, ils discutent. Chacun essaye de consoler l'autre. Les deux sœurs, se tombent dans les bras l'une de l'autre, forcément, elles viennent de perdre leur mère. Puis, l'enterrement se passe. Chacun regagne ses pénates, normalement. Chacun retourne à sa maison. Une semaine plus tard, la première femme tue sa sœur. Pourquoi? Un esprit rationnel va dire l'héritage. Là, on rentre dans un trait de personnalité. Un deuxième trait de caractère serait peut-être une vengeance enfantine. Peut-être. Un troisième trait de caractère, le narcissisme du trait psychopathique, dirait c'est juste qu'elle avait envie de revoir le mec. C'était ma réponse. En fait, quand on plante un personnage, on ne peut pas se passer d'étudier la psychologie de ce personnage. J'ai fait l'année dernière une conférence sur le personnage, créer et faire vivre son personnage, et justement, je m'attache énormément à ça. J'ai une collègue qui ne pouvait pas le savoir, parce qu'il faut quand même creuser un peu les choses pour le découvrir, et il faut se passionner du truc, c'est mon cas. Dernièrement, et je m'en excuse, j'espère qu'elle me tapera pas après, qui a dernièrement proposé un psychopathe dépressif. Voilà. Un psychopathe dépressif. Bon, déjà quelqu'un avec des traits psychopathiques, ensuite dépressif. Il se trouve que ce sont deux pathologies antagonistes. Donc, quelqu'un qui a des traits psychopathiques peut faire un effondrement psychologique, qui est une dépression sévère, immédiate, profonde, mais il ne va pas rester 4 ans à bouffer des cachets parce qu'il est dépressif. Ça n'est pas possible. Pour un puriste comme moi, ça passe pas. Voilà. Pour 99% des gens, un psychopathe, ça peut être dépressif. Voilà. Ça n'empêche que
le roman qu'elle m'a proposé est tout à fait crédible. Parce que, certes, il y a une erreur dedans, parce que je suis puriste, mais l'ensemble du roman est cohérent. Les personnages qu'elle grime, les personnages qu'elle met en place, restent des personnages tout à fait vivants et qui sont totalement intégrés dans le monde qu'elle dépeint. Pareil, dernièrement, j'ai regardé beaucoup de commentaires sur les derniers films Marvel, parce que cette année, c'est l'hécatombe en termes des super-héros. On a eu un Superman, un man. On a eu les 4 Fantastiques, dernièrement, voilà. 2 films, somme toute, relativement classiques, plutôt bien tournés, une histoire scénario timbre-poste, une réduction complète de la base des comics pour en faire quelque chose de très léger sans aucune psychologie. Un gros méchant, Galactus, qui quand même dévore des planètes et qui est juste viré à coups de pied dans le cul par une petite fluette. Désolé pour le spoil, hein, mais en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Le gars, il bouffe des planètes, il se prend un petit coup de pied, il disparaît. Mais on est à un niveau de... Thor, le dernier Thor, Love and Thunder, par exemple. J'ai écouté une critique extrêmement intéressante sur le truc. Il a un antagoniste qui est le tueur des dieux. Le tueur des dieux. Donc le gars, voilà, tueur des dieux, quoi, balèze. Il a une épée magique qui est capable de tuer les dieux. Il a un pouvoir pour tuer les dieux. Dans tout le film, la seule chose qu'il fait, c'est enlever 10 enfants. Bon, déjà, là, on se pose des questions. Ensuite, Thor, parce que quand même, il doit affronter un tueur de dieux, il va voir tous les dieux. Il se rend dans l'Olympe et puis il discute avec tous les dieux. Comment dire, une simple bacchanale. Et encore. En fait, pourquoi je parle de ça ? C'est tout simplement qu'à réduire le héros, on réduit l'antagoniste, on réduit le méchant, on réduit le méchant, on réduit le héros, et on finit par faire quelque chose d'hyper lisse, d'hyper plat, d'hyper fade. Reprenons la base. Abel et Caïn, quand même. Reprenons ça. Pourquoi ne retrouvons-nous pas Abel et Caïn dans les livres aujourd'hui ? Pourquoi ? Quand on avait Sherlock Holmes, on avait en face un esprit brillant, l'esprit le plus brillant de son siècle, Moriarty. Aujourd'hui, on a Thor face au tueur des dieux qui enlève 10 enfants. Dans les bouquins, c'est pareil. Les grands méchants, passez-moi l'expression, par exemple, Level 26. Level 26, c'est une série de livres, 3, qui ont été écrits par celui qui a créé la série, comment s'appelle Forensic en français, les experts Las Vegas, voilà, avec Grissom, le beau Grissom, un petit gros barbu, sympa. C'est pas si petit. Ouais. Merci. Donc je ne suis pas si petit que ça, mais je ne suis pas Grissom non plus, et ça n'est pas du tout ma spécialité. En tout cas, Level 26, le pitch du livre, c'est il y a des tueurs qui sont horribles, classés du niveau 1 au niveau 25. Certains sont tellement horribles qu'ils sont au niveau 26. Squigel. Rien que le nom, Squigel. C'est un gars qui se trimballe en tenue de surfeur avec du talc sur la tête, voilà, qui se rase les cheveux et qui tue des gens. Et ben franchement, des tueurs en série comme ça... En fait, le problème dans les intrigues de ce type-là, c'est que on place le curseur d'attente tellement haut, tellement loin. Level 26, on s'attend vraiment au pire tueur en série du monde. Et on n'a même pas l'équivalent de héros avec, comment s'appelle, Chuck Norris. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais en fait, Héros avec Chuck Norris, c'est juste une histoire de gros coup de bol. C'est Chuck Norris qui se fait poursuivre par le tueur, et le tueur marche sur une échelle au bois vermoulu, il se pète la gueule, et il est assommé. On en est là. On nous annonce level 26,
Et on a, je sais pas, j'arrive pas à trouver, j'ai pas le méchant qui me vienne en tête qui soit à ce niveau-là. Voilà. Donc, le personnage, c'est extrêmement important et surtout porter les antagonismes. Si on a un grand méchant, on a un grand héros. Harris, le silence des agneaux. Une petite jeune qui arrive, qui se met face à la cage d'Hannibal Lecter. D'un seul coup, la fille, elle prend une dimension. D'un seul coup, elle est en face de l'homme le plus intelligent qu'elle croisera jamais dans sa vie, qui adore sucer des cerveaux à la paille. Excusez-moi pour les images, mais c'est dans le texte. Hein. D'un seul coup, cette petite gamine, fraîche et moulue, qui arrive de son école de Quantico au FBI, qui a pas 30 ans, qui porte encore des petites semelles plates pour aller courir le matin pour faire son jogging, elle tombe face à Hannibal Lecter. Elle prend 15 ans, la gamine, d'un seul coup. Voilà. Jouer sur les antagonismes, c'est ce qui permet de rendre l'intrigue la plus crédible possible. C'est ça, le vecteur. C'est ça qui est important. Après, il y a des antagonismes tout particuliers qui sont extrêmement intéressants et qui vont au-delà même de l'histoire. Le crime de l'Orient Express. Connaissez-vous ce livre? Donc, il n'y a aucun risque que je vous divulgue la fin. Pas de souci, ok. Je demande quand même parce que hier j'ai balancé quelques fins de livres. Je sens qu'on m'en a voulu. Le crime de l'Orient Express. Quelques personnes dans un train. Hercule Poirot qui est là pour finir un voyage. Il revient de Mort-sur-le-Nil, je crois. Me semble-t-il. Il a envie de retourner dans son Angleterre pour rejoindre Hastings ou je sais plus. Enfin, oui, ou en Belgique, enfin. Voilà, il voyage. Il voyage, il termine son voyage, il a envie de rentrer. Et là, pof, un mort. Bon, il se trouve que le mort, il est costaud, hein, c'est Thénardier et Lagardère en même temps, hein, c'est vraiment le gars, il a forcé sur la dose, hein. Donc un vrai méchant qui est mort, d'une belle mort, 12 coups de couteau. C'est sympa. J'ai fait des tests à la maison, c'est sympa. Ça éclabousse un peu la cuisine. Mais des fois, ma femme rentre, elle me fait « Ah !» Bon, je nettoie après quand même. Hein, une fois, j'ai fait des tests avec une chignole aussi. Je voulais voir ce que ça faisait, une petite scène de torture comme ça. Et puis, en fait, la chignole dans la viande, ça... Bon, quoi qu'il en soit, voilà, 12 coups de couteau. Puis, de fil en aiguille, on réfléchit, les témoins arrivent, chaque témoin raconte une version avec un fil conducteur. J'ai entendu un bruit, j'ai vu passer quelqu'un dans le couloir, ah, il me semble que, ah, j'ai une porte qui s'est ouverte, oh, il y avait une fenêtre, j'avais froid. Et tous racontent un petit bout de ce fil conducteur qui conduit à une conclusion unique et logique, qui est quelqu'un qui n'aimait pas ce gars-là, pas forcément sympathique, est rentré subrepticement dans le train, dans le wagon, est allé jusqu'à sa cabine qu'il connaissait, l'a poignardé une douzaine de fois de façon différente pour donner le change, et est parti discrètement sans que personne ne le voie. Tout concorde. Que ce soit les témoignages, que ce soit la façon dont il a été tué, que ce soit tout. Alors là, pour le coup, le maître du genre Agatha Christie. Bravo, chapeau l'artiste. Sauf que, y a Hercule Poirot dans le wagon. Alors Hercule Poirot, il leur dit, ouais, ça marche, mais ça marche pas en fait. C'est bien, hein, vous avez trouvé le truc. Hein. Sauf qu'en fait, vous êtes 12, il y a 12 coups de couteau, vous l'avez tué, chacun votre tour, juste pour le plaisir, comme ça, là. Et voilà. Et donc, on se retrouve, en termes de personnages, sur une confrontation qui est à deux niveaux. Le premier antagoniste, qui est vraiment le méchant qui est recherché, le fameux type qui serait rentré par une cabine pour le tuer subrepticement et pour partir. Et l'autre, le vrai meurtrier, qui est le groupe. Le groupe constitué, cohérent, sûr de lui, fort, très fort, 12 personnes contre travaux.
contre Hercule. Voilà, ça rappelle quelque chose, pardon. 12 personnes contre Hercule. Hercule gagne à la fin. Ah, il était génial, mais après ce livre, il est magnifique. Il est magnifique. Il est encore plus magnifique lorsqu'il tire son chapeau et qu'il meurt. Dans son dernier livre, Hercule Poirot résout un meurtre alors qu'il n'y a pas de meurtrier. Et pourtant, ce meurtrier qui n'existe pas est un vrai criminel qui a tué des dizaines de personnes. Waouh! Agatha Christie. Je vous conseille de le lire. Le dernier, c'est le dernier d'Hercule Poirot. Je me rappelle plus du titre, mais vraiment, le dernier livre Hercule Poirot est magnifique. Hercule Poirot quitte la scène. Ça y est, je l'ai. Faut le lire, faut le lire. Et pour le coup, l'antagoniste est merveilleux. Et sur le départ d'Hercule Poirot, il meurt. Là, pour le coup, je vous raconte pas la fin. Donc, les antagonistes sont extrêmement importants, ainsi que les témoins, ainsi que les personnages annexes, le méchant, le gentil, la façon d'aller dans tout ça. Et ce qui rend le livre crédible, c'est d'avoir des personnages crédibles. Par exemple, on va pas mettre Spider-Man en plein milieu d'un Maigret. Ça marche pas. C'est pas possible. Voilà. Mettre un Maigret au milieu de Spider-Man, pareil, c'est pas forcément crédible. C'est pas forcément bon. C'est pas le bon univers. C'est pas la bonne manière de faire. La crédibilité passe avant tout par cette cohérence-là. La crédibilité passe aussi par autre chose. Et j'aurais peut-être pu commencer par là, parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Vraiment. Écrire, c'est écrire dans une langue. C'est bête ce que je dis. Mais écrire, c'est écrire dans une langue. La première des choses, c'est de maîtriser la langue. Mais maîtriser la langue, toutes les langues. Et quand je dis toutes les langues, c'est toutes les langues du livre. Prenons Tolkien. Tolkien, lorsqu'il parle elfique dans ses livres, langue qu'il a créée de bout en bout et qui est une vraie langue reconnue aujourd'hui. Bon, le petit gars, il était quand même linguiste, il était bac+15, enfin, il avait ce qu'il fallait pour le faire. Mais en fait, quand il crée l'elfique et quand les gens parlent elfique dans son livre, ça a un sens, c'est porteur. Je ne réfléchis pas pareil lorsque je réfléchis en anglais ou en français. Je ne pense pas la même chose. Je ne vois pas les mêmes éléments. Je ne pense pas pareil lorsque je pense écrivain ou lorsque je pense informaticien. Je ne pense pas pareil lorsque je me dis qu'il faut que je travaille mon coaching de sport ou quand je me dis qu'il faut que j'aille à la pêche. C'est bête. Mais chaque personnage a son point de vue, sa situation, son organe et son organisme. Et tout cela, ça conduit à avoir un langage. Maîtriser le langage, maîtriser le verbe, c'est maîtriser la chose, maîtriser l'existence. Je pourrais vous faire Dieu dit que la lumière soit. Le fiat lux, c'est le démiurge écrivain. C'est l'auteur qui va poser le premier mot, et ce premier mot, c'est déjà tout un monde. Je vous rappelle la préparation, je vous rappelle les personnages, je vous rappelle tout ce qu'il y a eu avant, la mise en situation, tout ce qui a été imprégnation de l'histoire. Un peu comme Racine, je fais partie de ces gens qui ont l'atmosphère, l'histoire, les lieux, les personnages. Pof, il n'y a plus qu'à écrire. Il y a d'autres gens, d'autres auteurs tout aussi estimables, et certainement bien meilleurs que moi parce qu'ils vendent bien plus que moi, ou en tout cas avec de meilleurs commerciaux que les miens. Et c'est tout l'inverse. Ils commencent un livre, ils ne savent pas comment ça va se finir. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des situations. Pour autant, pourquoi pas? Ça m'est arrivé. D'ailleurs, outre la langue, je n'écris pas pareil quand j'écris un policier ou quand j'écris un autre type de roman.
Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un roman à la plume. J'écris vraiment à la plume à l'ancienne. J'ai une sergent-major avec moi, mon encrier, et je remplis mon cahier. Pourquoi? Parce que je n'écris pas pareil. Parce que je ne pense pas pareil quand je passe par la main que quand je passe par l'écran. Quand j'ai écrit, par exemple, Lasserre et Fils, j'ai posé mes personnages sur le papier avec un stylo, à la plume. J'ai fait mon premier chapitre à la plume pour avoir l'intention. Une fois que j'avais créé le souffle, j'ai tout fait par ordinateur. Mais j'ai tout fait par ordinateur à partir du moment, et uniquement à partir du moment, où j'avais déjà ma frise de temps, ma chronologie, mon calendrier, j'avais déjà les événements marquants, j'avais mon storyboard, j'avais mes pointeurs, je savais exactement qui avait tué qui, où, comment, pourquoi. Ça ne m'a pas empêché de me laisser surprendre par mes personnages. Parce que là aussi, parfois, dans les livres, il y a de grands moments de sincérité. De très grands moments de sincérité. Les morsures de l'ombre, Karine Gibel. D'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui a dépassé l'auteur, qui va au-delà, qu'on retrouve dans le lyrisme de Victor Hugo presque. C'est clair. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, si ce mec-là n'a pas été dépassé lorsqu'il a écrit ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut savoir d'ailleurs que Victor Hugo avait extrêmement peu de ratures dans ses brouillons. Quasiment aucune. En fait, le texte qu'il écrivait, c'était le texte qui sortait. J'aimerais être comme ça. Mais tout ça pour vous dire quoi? Il y a un langage, et ce langage doit être respecté, et parfois, effectivement, le personnage nous dépasse. Il va dire un mot qui va nous dépasser. Pour ma part, je suis quelqu'un de très policé, très peu grossier. J'utilise très peu de mots sales, crades, noirs. Je ne sais pas insulter les gens. Je n'y arrive pas. C'est pas possible. Arriver devant quelqu'un et dire t'es un connard, j'y arrive pas. Même si c'est vrai, même si c'est ce que je pense, même si il y a toujours quelque chose qui m'en retient. Je lui dirai autrement, d'une façon plus fleurie, ouais, c'est ma façon de faire. C'est ma façon de faire. En revanche, dans mes livres, il arrive que j'ai des personnages qui soient, enfin, je suis désolé, mais quand je vais cueillir à 6 heures du mat, après l'avoir logé, un petit con qui n'a pas fait 3 ans d'études après la maternelle, qui ne sait pas parler 2 mots de français, qui dit va chier à tout va, à un moment donné, il faut que ça sorte. Hein. Quand on est dans le livre, le va chier, il arrive, hein, et puis le flic, il le prend, hein, c'est sûr. Quand on a en face de soi des gens avec 2 mots de vocabulaire, le premier c'est un, l'autre c'est il faut savoir l'écrire aussi. Hein. Il faut savoir l'écrire aussi. Et ça, c'est pertinent. C'est pertinent. Quand on a en face de soi quelqu'un qui s'effondre, par exemple, mettons un grand tueur en série, un professeur de Yale, le gars historien, calé, alors, toute ressemblance avec un personnage ayant existé ou existant. Et là, il passe l'interrogatoire, les premières 24 heures. Oui, vous comprenez, donc, très bien, et c'est pourquoi, certes, non, par conséquent. Voilà. Et d'un seul coup, le gars s'effondre, et la seule chose qui sort de sa bouche, c'est des jurons. Parce qu'en fait, il a atteint sa limite, et ça, ça fait aussi partie du langage, et ça fait aussi partie de la cohérence de l'œuvre. Donc, tout ça, pour qu'un roman soit crédible, il faut que ça existe, que ce soit là, que ce soit propre. Autre chose, je vous ai parlé du fameux mandat de perquisition. Je l'adore celui-là, on l'a à toutes les sauces. Hein. C'est Julie Lescaut est l'archétype de ratage de procédure absolue à la télévision. Voilà. Si vous voulez comprendre le droit français, vous regardez Julie Lescaut et vous prenez tout l'inverse. Après, il y a quand même quelques éléments qui ont été refaits
par la gendarmerie. Entre autres, il y a une aide de la gendarmerie après la saison 2 du Major joué par Xavier Deluc. J'ai oublié son nom. La gendarmerie était tellement atterrée de voir un gars de la SR toujours en civil, en train de les cheveux longs, en train de parler à tout le monde, qu'ils ont dit désolé, on est le centre visuel de la gendarmerie nationale, on aimerait bien vous donner un petit coup de main. Parce que section de recherche, merci. Voilà. Et conclusion, la gendarmerie s'est mêlée à l'histoire pour rendre un petit peu de crédibilité à partir de la saison 2. Heureusement. Parce que c'était pas piqué des hannetons. L'officier de gendarmerie avec les mains dans les poches, moi, ça m'a trouvé le cul. Et en fait, quand on veut écrire du bouquin policier, on écrit sur la police, quelle qu'elle soit, que ce soit le FBI, que ce soit la police municipale, que ce soit la police de New York, que ce soit la police nationale, ou moi je sais pas, la Polizia, que ce soit, enfin tout ça, la Guardia ou n'importe quoi, on écrit sur la police. Écrire sur la police, c'est déjà connaître la couleur de l'uniforme. Au moins ça, au moins ça. Donc, il y a quelques aides à ça. Et une que je conseille à tous ceux qui veulent écrire du roman policier, parce que ça donnera un petit peu de crédibilité, ça s'appelle le Code de procédure pénale. Vous avez toute une collection chez Dalloz de Code de procédure administrative, Code de procédure pénale, en fait tous les livres de droit classiques. Et vous avez le Code pénal qui sont vraiment les articles de loi d'infraction pénale, criminelle. Et le Code de procédure pénale, c'est ce qui vous permet, en tant que représentant des forces de l'ordre et de la loi, de savoir ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire et dans quel cas. Par exemple, on balance des heures de garde à vue à Roisse dans les séries policières. On ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, 72 heures de garde à vue. On n'est pas dans un cadre terroriste, je ne vois pas. On refuse les avocats. Ah ben, pourquoi? Réforme du CPP, il y a quelques années, les avocats, dès la première heure, sont admis à l'audition initiale, de façon à pouvoir au moins diriger les premiers mots du client. Voilà. On voit pas le médecin. Le gars, il se fait bastonner, il voit pas le médecin, il passe pas à l'hôpital. Bah non, la première chose qu'on fait, c'est que dès que quelqu'un a reçu un choc, on passe à l'hôpital. Voilà. On fait une réquisition, c'est le terme, ou une saisine dans certains cas. Et puis, le gars, il passe devant un médecin avant toute condition d'enfermement. C'est des choses normales qu'on sait à partir du moment où on a lu le CPP. Mais pas que. Vous savez, j'écris très très mal. Ouais, j'ai fait des efforts là. Après, pour finir, dans la crédibilité du roman, mais quel que soit le roman, c'est quelque chose qui est propre à sa construction, à sa fabrication, à la manière de l'emmener. Un roman est découpé en cycles, tout comme une pièce de théâtre, par exemple, est en 3 actes. Prenons En attendant Godot. Bon, il y en a que 2, d'accord, mais c'est quand même une pièce de théâtre en 3 actes. C'est juste qu'on attend le 3e acte. Non, mais c'est vrai, hein, vous pouvez le lire, c'est magnifique. Vous avez une structure. Par exemple, vous avez Phèdre. Phèdre, représentative chez Racine de l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Vous avez une femme qui, en une heure, va tout gagner, tout perdre. En une heure, au même endroit, avec les mêmes personnes dans la pièce. Et vous avez le Cid de Corneille. Magistral, le Cid de Corneille. J'adore. Nous partîmes 500. Et par un pro renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est génial. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Tout ça, au même endroit, dans le même moment. C'est un peu compliqué chez Corneille, hein. Mais tout cela pour dire qu'il y a une codification dans tout livre que l'on fait, que ce soit un essai, que ce soit un roman, que ce soit de la littérature, que ce soit un policier, que ce soit du fantastique, il y a une codification qui a été faite par les premiers. Effectivement, le roman à enquête, bon, ben,
Sherlock Holmes, Rouletabille, ce sont des gens comme ça. Agatha Christie par la suite. Agatha Christie qui a mis en place quand même un certain nombre de types de romans. Je vous en ai cité 2. Mais il y en a plein d'autres. Déjà, le fait dans l'Orient Express qu'il y ait un faux semblant, que tous les témoins mentent, et puis d'un seul coup, on se rend compte que les témoins sont les criminels, c'est quelque chose. Je vous ai parlé également du dernier livre d'Hercule Poirot. Hercule Poirot quitte la scène. Là également, invention d'un style. Hercule Poirot se bat contre un fantôme, contre quelqu'un, voilà, qui est là, mais qui n'est pas là. Très particulier. Et dans le roman policier, en fait, il y a la préparation, la mise en scène, c'est-à-dire vraiment la prémisse du livre. Parfois, ça commence par un prologue, genre on a perdu la petite fille, voilà. Puis on se retrouve 20 ans plus tard. Parfois, c'est tout simplement découverte d'un corps. Tout de suite, on est dans le bain. Parfois, c'est juste une discussion entre 2 personnes qui s'en vont, et quand elles arrivent quelque part, pof, le crime apparaît. Donc il y a une mise en scène initiale qui n'est pas toujours, et qui est même très rarement, la mise en scène des personnages qui vont dérouler l'action. C'est assez rare qu'on commence un Hercule Poirot avec Hercule Poirot. Ça arrive, bien sûr, mais c'est tout de même assez rare. C'est assez rare qu'on commence un Maigret par un Maigret. Quoique, en général, quand on lit un Maigret, on n'a que du Maigret. Mais c'est intéressant aussi. En fait, on va avoir une mise en scène initiale qui va durer quelques pages, 1, 2 chapitres maximum. Vous vous en rendrez compte en lisant le Triangle de Pythagore ou la Sœur et Fils. Vraiment, je fais une mise en place qui n'est pas une mise en place. Je présente un personnage qui sera peut-être un personnage clé ou pas. En tout cas, je mets une situation à un moment donné, mais qui n'est pas forcément la situation de l'œuvre. Après, il y a le vrai démarrage. Le vrai démarrage, où là, on va commencer à passer dans le cœur du roman avec l'intrigue qui va dérouler. Elle va dérouler dans un premier temps avec tout ce qui est découverte. Découverte des morts, découverte du crime, découverte de l'ensemble qui fait l'environnement de ce crime. On va déjà connaître les lieux. Ensuite, on va connaître les personnes impliquées. On va commencer à dérouler les familles, les personnes proches. On va commencer à dérouler le lieu de travail qu'il faut connaître. Je reviens à mon fleuriste de tout à l'heure. Il faut connaître le travail de chacun pour pouvoir en parler dans son livre. Sinon, ça tombe à l'eau. Après, dans cette période vraiment importante de l'intrigue, il va y avoir 2 passages. Le premier passage qui est vraiment le démarrage, où on commence à connaître la situation, et vraiment le cœur de l'enquête, où on va commencer à dérouler les résultats. Jusqu'à ce qu'on appelle le climax, ou le point de voûte du roman, où là, on va avoir la révélation. D'un seul coup, ne serait-ce que par une empreinte digitale qui serait apparue par hasard, encore une fois du Karine Gibel, c'est pas très crédible. Ou tout simplement parce qu'au fur et à mesure des moments où on avançait dans l'enquête, les indices ont permis de créer un faisceau de preuves suffisant pour identifier une personne, enfin avoir un nom. Je parle encore une fois de mon prochain roman qui est en cours d'écriture. Le Ricou, à un moment donné, à force d'écouter les témoins qui ne savent pas de ce qu'ils disent, on sait qui il est. On sait qui il est parce qu'on a fait des recherches. Parce qu'on a des gens autour qui ont interrogé, qui sont allés voir aussi dans des archives, qui ont pianoté sur l'ordinateur, potentiellement, également. Une fois que le climax est passé, on arrive vraiment à la partie du dénouement. Le dénouement, c'est là où les antagonistes vont vraiment se rencontrer pour la première fois, ou en tout cas en toute connaissance de cause. Et une fois que ces antagonistes se sont rencontrés, que le méchant est face au gentil, que le gentil est face au méchant, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont chacun, en fait, à un moment donné, ça s'arrête. Et puis vous repartez tranquillement dans la vie de tous les jours, avec potentiellement un épilogue, ou peut-être une petite fin qui reprend le début, la mise en situation. Tout cela, ça fait sens dans le roman. Et ça fait sens
dans la mesure où c'est vraiment tenu de bout en bout sur une entièreté. Et c'est ça qui est important pour la crédibilité du roman également, du crédibilité du roman policier en particulier. Ça sert à rien d'avoir le dénouement à la moitié du livre. Parce que, en fait, vous allez avoir toute une moitié de livre qui va servir à pas grand chose. On sait. On a déjà les coupables. Sauf si ce dénouement est un dénouement partiel. Par exemple, Maxime Chatham avec son premier de la série Ludivine Vanker. Où là, effectivement, à la moitié du livre, il y a quelque chose qui se passe et on se dit « Ah merde !» Et c'est là que ça commence à être intéressant. Mais ça commence à être intéressant parce que c'est Maxime Chatham et parce qu'il sait écrire, et parce que lui, il a fait ses fiches, parce que lui, il a fait ses storyboards, parce que lui, il a rendu tout l'ensemble cohérent, parce qu'il connaît le métier de chacun, parce qu'il se renseigne, parce qu'il a fait des études dans le domaine, parce que c'est un très bon écrivain également, et surtout parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est incohérent, il a une équipe derrière pour lui dire « T'es sûr là que l'extraterrestre qui arrive à ce moment-là, c'est légitime ?» Voilà. Avez-vous des questions? Vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit. Allez, faites-moi plaisir. Ah, il y a une question ici. Ah, un instant, le temps qu'il allume le bouton. Hop. Il est derrière. Ok. Pas appuyé assez longtemps. Ouais. C'est bon, pardon. Donc, il y a un micro qui va passer parmi vous. N'hésitez pas à parler fort et clair. Alors, ça sera enregistré, hein. N'ayez pas peur, mais ne dites pas trop de... Bonjour, merci pour l'exposé qui était extrêmement brillant et passionnant. Je suis pas un fanatique du roman policier, mais j'en connais un petit peu. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est la question à l'écrivain, puisque vous écrivez. Même si je crois que vous y avez un peu répondu, mais j'aimerais que vous clarifiez votre point de vue. Quand vous écrivez, vous savez qui est le meurtrier, vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez la fin avant, oui ou non? Vous avez plus ou moins répondu à la question de façon plusieurs fois indirecte, mais là maintenant, pour moi, enfin moi, parce que j'ai quelques frissons d'écriture, mais jamais dans le roman policier, même si c'est une grande tentation, est-ce que vous savez, oui ou non, la fin de votre roman? Alors, c'est une question très pertinente et qui va être propre à chacun. Dans mon cas, je peux y répondre effectivement en partie. Quel que soit le roman que j'ai dans la tête, j'ai un roman dans la tête. Donc, j'ai au moins des scènes. Quand vous prenez, par exemple, Jérémie est né d'un cauchemar. En fait, le cauchemar est simple, je me suis réveillé en sueur et rien que de l'évoquer, j'ai encore du mal. Il se trouve qu'on se promenait avec ma femme dans les bois, et puis elle est morte. C'est un cauchemar. Hein. Oui, non, mais n'ayez pas peur. Je vous raconterai peut-être la fois où ma mère, elle, est morte dans les toilettes pour de vrai. Mais elle a ressuscité. J'ai une famille spéciale. Enfin, elle a ressuscité devant les pompiers au bout d'un quart d'heure. En fait, j'avais une scène en tête parce que j'avais une question en tête. Et si ça m'arrivait réellement, si ma femme mourait, que ferais-je? Que ferais-je? Réellement, que ferais-je? Il se trouve que je suis pas du genre à boire. Il se trouve que je n'écris pas forcément quand je suis pas en état. Par exemple, durant la période de Covid, j'ai passé presque un an sans écrire. Parce que j'avais pas d'inspiration, j'avais rien à dire. En revanche, je me suis mis à faire des YouTube, à présenter des livres que j'ai lus. Forcément, j'avais un petit peu de temps, j'étais en chômage partiel, je lisais, 7, 8, 10 livres par semaine. Quand on a le temps. Et donc, qu'est-ce que je ferais si elle mourait réellement? Et en me posant cette question, je me suis dit, mais c'est pas intéressant, moi, parce que ça dépendra du moment où je le vis, si jamais je le vis un jour.
C'est situationnel. C'est quelque chose qui est vraiment circonstancié. La réaction qu'on va avoir à un moment donné. Ma réaction n'aurait pas été la même il y a 10 ans où il fallait garder les enfants, ou maintenant que les enfants sont grands et qu'ils partent de la maison. Ma réaction n'aurait pas été la même à ma période de chômage ou maintenant que j'ai un boulot stable. Ma réaction n'aurait jamais été la même maintenant que j'écris des bouquins et que vous êtes là pour m'écouter. C'est évident. Donc je me suis posé la question, mais un kidam, quelqu'un, tiens, un jeune, 30 ans environ, voilà, que ferait-il s'il lui arrivait quelque chose à un moment donné qui bouleverse sa vie? Un bouleversement, n'importe lequel. Hein. Ça peut être tout simplement de se faire renvoyer. Ça peut être comme dans Benoît, qui va sortir dans quelques semaines, le fait d'apprendre qu'on va mourir. Ça peut être n'importe quoi, comme Kennedy dans le Triomphe de Pythagore, découvrir un cadavre crucifié la tête en bas. Qu'est-ce qu'on fait quand l'exceptionnel s'introduit dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait? Pour Jérémie, le jour où l'exceptionnel est arrivé, ça a été l'alcool. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a été une réponse évidente, que l'alcool était la réponse évidente pour beaucoup de gens. Combien de fois j'ai entendu un de mes amis, je suis triste, je bois. Je rappelle qu'une personne sur 6 est touchée par l'alcoolisme. Soit qu'elle boit, soit qu'elle connaît et qu'elle est perturbée par quelqu'un qui boit. Forcément, ça m'a donné une réponse. Conclusion, j'ai construit mon livre sur ce climax-là, sur cet élément-là, ce bouleversement. Je voulais que ce bouleversement soit la révélation. Je le voulais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que j'emmène jusqu'à ce bouleversement. J'ai un point de départ, je bois. Enfin, Jérémie. Voilà. J'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée. J'ai un lieu. Point de départ, je suis alcoolique, je me bourre tellement la gueule que je tombe dans le coma, je me retrouve à l'hôpital. J'ai le lieu, l'hôpital. Milieu que je connais très bien parce que j'y ai travaillé pendant des années. J'ai passé plus de 7 ans à l'hôpital, j'ai travaillé aussi avec des cellules d'addictologie, j'ai travaillé en laboratoire, j'ai travaillé en radiologie. Informaticien. Donc j'ai travaillé dans toutes ces sphères-là. Et en tant qu'informaticien, j'ai dû apprendre ces métiers pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc automatiquement, je me suis construit un vocabulaire qui est complètement différent entre l'infirmière d'addictologie et le technicien de laboratoire. Entre le médecin ou le psychologue. Ils ne traitent pas la même chose, ils ne parlent pas de la même chose. J'avais le lieu, j'avais le déroulement, forcément, parce que je sais comment ça se passe, une prise en charge. À partir de là, j'avais plus qu'à écrire le livre. Parfois, il m'a surpris. Pour ce qui est des livres policiers, ça dépend. Il y a des livres policiers, je me laisse surprendre parce que les personnages me surprennent. Parce qu'à un moment, ils font quelque chose d'inattendu. Parce qu'à un moment, tiens, on trouve un mort, mais pourquoi? J'écris un petit peu parfois à la Agatha Christie. C'est-à-dire que j'émaille mon récit de choses qui sont certaines parce que je sais qui est le meurtrier. Dans De l'été à l'hiver, que je suis en train de retravailler avec mon éditeur, en fait, je savais tout. J'avais une quinzaine de scènes, je voulais qu'elles soient dans le livre et je savais exactement comment il finissait. En revanche, je ne savais pas exactement comment il commençait. J'ai fait 3 ou 4 débuts. Voilà. C'est comme ça que je travaille, ça dépend totalement des livres. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'écrivais soit à la main, soit à l'informatique, mais ça dépend aussi de ce qu'il y a derrière. Je travaille plus facilement à l'informatique quand je connais l'histoire. Je me laisse plus surprendre par les personnages lorsque j'écris à la main. Eric, merci tout d'abord. Je voulais quand même te poser une question tu as parlé finalement du montage, du storyboard d'un roman policier qui peut aussi s'adapter très certainement dans d'autres types de romans. Mais qu'en est-il des romans écrits à 4 mains? C'est-à-dire, je pense à des romans policiers style Les Marcas. Voilà, donc Jacques Raven et puis Éric Giacometti, qui eux basculent tantôt dans l'histoire, dans le temps, qui ont parfois même des unités de temps qui sont très différentes. On ne sait pas qui a écrit quoi, qui a écrit quand. C'est-à-dire que, ayant eu l'occasion de rencontrer Éric Giacometti, et je lui avais posé la question, il m'avait dit, moi,
j'ai commencé, j'étais en temps actuel, puis c'est moi qui ai fini le bouquin en 1940. Donc, comment est-ce que tu imagines le travail de ces co-auteurs qui viennent de sortir chacun un livre indépendant qui raconte pas la même histoire, mais qui raconte la même histoire en même temps? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement délicate. Le travail à plusieurs dans le roman. Il faut savoir que quand on est auteur, à part quand on est auto-édité et par choix, en général, on n'est pas tout seul. Pour ma part, en tant qu'auteur, déjà, je me fais relire énormément. J'ai au moins 1, 2, 3 lecteurs qui relisent mes œuvres. J'ai une correctrice attitrée qui est une de mes amies qui un jour est tombée sur un de mes livres et qui m'a dit « Ah, il y a des fautes, c'est pas très... » Forcément, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai pas forcément les outils pour. Donc, à un moment donné, même si je suis très bon en orthographe, grammaire et conjugaison, j'écris mon prénom peut-être 2-3 fois différent dans la même phrase. Donc, on ne peut pas être seul. Ce qui veut dire qu'on n'écrit jamais un livre seul. On écrit une histoire seule. On écrit un manuscrit seul. Un livre, non. Un livre, ça se fabrique. Un livre, ça se fabrique de bout en bout. Il se fabrique de la même manière qu'on fabrique l'histoire, avec une cohérence. On ne va pas commencer par faire le 4e de couverture avant que le manuscrit soit rédigé. Le 4e de couverture, c'est là où il y a le résumé à la fin. On ne va pas non plus faire la pochette, la première de couverture, là où il y a l'image, sans avoir choisi l'éditeur. Si on est chez Gallimard, ça ne sera pas la même chose que chez Plomb. Il y a un ordre pour faire les choses. Et quand on écrit à plusieurs, ce qui m'est arrivé de différentes manières, il y a plusieurs façons de travailler. La première, c'est chacun écrit sa partie, et comme chaque auteur est avant tout un lecteur, il va relire la partie de l'autre. Il va y avoir une forme d'interpénétration des idées comme ça. J'ai eu l'occasion de travailler également pour une biographie où en fait j'étais la main, tout simplement. J'étais la main, j'étais le vecteur. J'ai coécrit des chansons. Pareil, coécrire une chanson, c'est chacun arrive avec une idée, une musique, un plan, un machin, un bidule, un chouette. Et puis au fur et à mesure, on travaille comme ça à arranger la chanson pour qu'elle colle à l'esprit des deux. Mais ça ne fonctionne de toute façon que si on est des Legos. Alors, pourquoi les Legos? Excusez-moi pour la marque, quoique dans le domaine public, me semble-t-il maintenant. Excuse-moi, tu écris Lego avec un L'apostrophe? Non, le Lego, le Lego qui s'emboîte, les petits cubes, les petites briques qui s'emboîtent. J'avais compris, mais bon... Oui. Parce que là, je te trouvais trop sérieux, donc... Navré, youtubeur, désolé, Christian, voilà, responsable de l'association Vitalité Rurale. Vous le connaîtrez, j'en ai déjà parlé, et puis vous aurez peut-être l'occasion de voir une interview de ce joyeux luron dans quelques temps. Reprenons, s'il vous plaît, reprenons. Écrire à 4 mains, c'est effectivement écrire avec une idée commune. Pourquoi? Parce que sinon le roman n'a pas de cohérence. Ça peut être intéressant d'écrire 2 fois le même roman avec 2 personnes différentes et puis après recouper pour voir si au moins le storyboard a été respecté. Il y a des livres comme ça. Mais l'idée derrière Giacometti et Raven, mais d'ailleurs derrière Preston and Child ou d'ailleurs derrière énormément de co-auteurs, c'est bien ça, c'est co-auteurs. Ce sont des gens qui travaillent ensemble, qui ont une vision commune, qui partagent des éléments communs. Certains vont être plus forts en histoire, d'autres vont être plus forts en sciences. Et ils vont mettre ce savoir en commun avec une relecture commune à la fin pour être réécrit. Et après, auteur, livre, maison d'édition. Je le rappelle, le rôle de la maison d'édition est primordial également derrière. Parce que c'est la maison d'édition qui va dire là, tu peux pas dire, non, c'est pas possible, hein, et puis là, tu te rends compte, tu cites le président, tu lui fais manger des babouins, c'est un peu raide. Donc voilà. Le roman à 4 mains, c'est ça, c'est des Legos
qui vont s'emboîter les uns dans les autres, et au fur et à mesure, ils vont s'empiler avec peut-être des couleurs différentes, mais au moins une intention commune. Fabriquer le château, fabriquer la maison. Et c'est ça qui est important. Chacun amènera sa brique, chacun amènera sa vision, mais il faut à la fin que tout s'emboîte, et en général, ça s'emboîte relativement bien, parce qu'on est tous le lecteur de l'autre. Ben, écoute, Eric, y a-t-il encore des questions? Sinon, il me reste la lourde tâche de te remercier. Non, c'est pas lourd, parce que c'est toujours un bonheur et un plaisir de te retrouver parmi nous, dans tous nos salons du livre en particulier. Merci, Christian.